Merci beaucoup, euh, Madame Claesen, de me donner la parole aujourd'hui. Merci beaucoup au Syndicat national de l'édition de bien vouloir me recevoir pour vous parler d'intelligence artificielle, de la différence entre intelligence artificielle et machine learning. J'entendais parler à l'instant de 502 startups qui déclarent faire de l'IA. Il y a toujours cet enjeu dont je vais essayer de vous parler ce matin. Euh, qui fait réellement de l'intelligence artificielle, qui fait des systèmes experts, qui fait du machine learning, ce qu'on entend plutôt que lorsqu'on entend euh, parler véritablement d'intelligence artificielle aujourd'hui. On va essayer de voir un petit peu toutes ces différences et de nous intéresser à ce que l'apprentissage profond peut permettre d'automatiser, d'optimiser dans le milieu qui est le vôtre. Je Voilà, c'est bon, j'ai accès à mes slides. Euh, donc, je vais vous parler maintenant rapidement cette différence fondamentale dans le vaste champ de l'intelligence artificielle entre les systèmes experts déductifs et les systèmes experts et les systèmes inductifs qui relèvent du machine learning. Usuellement, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de systèmes qui sont programmés à dessein par un certain nombre de personnes, des informaticiens évidemment, et et qui vont différencier, comme je disais, les systèmes experts déductifs, qui reposent sur une programmation explicite par des informaticiens, et les systèmes de machine learning qui, eux, sont inductifs et qui vont, euh, en réalité, par le biais de calcul de neurones artificiels, euh, permettre de tirer eux-mêmes des données sources, des données sur lesquelles on va entraîner ces systèmes, un certain nombre d'informations qui vont faire des corrélations entre ces informations et qui, à partir de là, vont être capables d'extraire des règles. Et de ces règles, on va pouvoir créer des solutions d'optimisation et des solutions d'automatisation. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser ces technologies et ce changement de paradigme, on peut le qualifier comme tel, dans le milieu de l'édition? Parce qu'il y a une position éminemment privilégiée dans le domaine de l'édition pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que vous bénéficiez, en tant qu'éditeur, directement d'un accès aux données, à des données extrêmement intéressantes, que ce soit des données sur les titres, des données sur les lecteurs, des données sur les ventes, qui sont particulièrement riches pour un traitement par machine learning. Euh, Souvent, ce qu'on va entendre, une partie des craintes qui vont être exprimées par les acteurs, c'est cette différence un peu entre les plus grands acteurs et les PME du monde de l'édition. Et on va se demander si ces solutions de machine learning sont accessibles pour les petites structures. Elles sont accessibles aux petites structures, souvent de manière externalisée. Il y a un certain nombre d'entreprises, comme on va le voir, qui proposent des solutions externalisées, mais il y a évidemment la possibilité de développer des solutions à l'interne. Dans les milliers de titres qui sont publiés chaque année, c'est une question qui va peut-être pouvoir permettre de faire la différence, évidemment, dans un secteur qui est, vous le savez bien mieux que moi, constamment sous pression. Euh, Ces systèmes de machine learning, parce qu'ils reposent sur des principes d'analyse statistique des données avec lesquelles on entraîne les systèmes, euh, on doit toujours garder en tête un principe qui s'appelle le principe GIGO, qui est très simple en anglais. On parle de garbage in, garbage out. En gros, lorsque vous avez des données qui sont nocives, qui sont biaisées en entrée, vous allez avoir des données et des résultats biaisés en sortie. Et un principe à garder en tête, c'est que les données avec lesquelles on entraîne les systèmes sont toujours biaisées. Il y a, des données non biaisées n'existent pas, ça fait partie de la structuration même des données et des informations. Je vous ai mis trois exemples ici. L'exemple des données non représentatives, hein, si par exemple vous entraînez un système en fonction des ventes qu'il va y avoir sur la Côte d'Azur en été, pour pouvoir faire des prédictions de ventes, évidemment votre système ne va pas être capable de prédire les ventes de la même manière
pour les ventes ou des niveaux de lecture en Bretagne en automne. Ce genre de données non représentatives peut avoir de grandes influences, évidemment, sur les résultats des systèmes, et il faut les garder en tête. Il y a les biais systémiques, les biais structurels même du langage. Je ne vais pas rentrer sur ces questions, il y a beaucoup d'articles qui ont été publiés là-dessus. La question des données absentes qui font simplement défaut dans les jeux de données de départ. Tout ça, ce sont des questions à garder en tête, des éléments à garder en tête. Lorsqu'on va chercher, penser à peut-être implanter des systèmes d'intelligence artificielle, il va falloir se poser essentiellement deux questions. La première, c'est est-ce que la solution qu'on me propose, c'est déjà du machine learning, ce qui va justifier peut-être des prix plus élevés, ou est-ce que c'est simplement de l'intelligence artificielle qu'on appelle généralement dans le milieu l'intelligence artificielle symbolique, autrement dit, des systèmes qui sont déjà programmés, qui sont déductifs et qui n'ont rien de particulièrement novateur. C'est l'équivalent des systèmes experts qu'on avait dans les années 90. Au niveau de cette distinction-là, qui est vraiment importante quand vous décidez de vous lancer dans ce genre d'investissement, il y a au moins deux, si ce n'est trois problèmes qu'il faut également surveiller. Le premier, c'est un problème que je qualifie de problème de légitimité. Si votre système décide à votre place, c'est un problème. Il faut toujours avoir un contrôle évidemment humain du résultat produit par la machine. Un problème de biais qui est lié à la technologie. Une technologie n'est jamais neutre, les données ne sont jamais neutres. Et un problème de connaissance. On ne peut pas connaître réellement la manière dont les systèmes vont être capables d'inférer les règles par corrélation à partir des données sur lesquelles elles sont entraînées. Ce qui veut dire qu'on ne va pas savoir pourquoi le système prend une décision plutôt qu'une autre. On peut se poser la question, c'est souvent quelque chose que vous entendez, j'imagine, est-ce qu'on a véritablement besoin d'implanter des systèmes qui fonctionnent sur de la statistique, qui sont éminemment rationnels, tellement rationnels qu'ils peuvent parfois en paraître stupides, dans un métier qui repose parfois en grande partie sur de l'intuition, qui repose sur la foi qu'on peut avoir en certains ouvrages, dans le talent de ses auteurs, etc. Le métier d'éditeur, comme tous les métiers aujourd'hui, a tout de même une dimension rationnelle qui peut particulièrement prêter flanc aux solutions d'intelligence artificielle. On sait que cette rationalité du métier est étudiée depuis un certain nombre d'années, les stratégies relatives aux modalités d'organisation de la production, les stratégies des choix éditoriaux, le formatage des contenus, la gestion de catalogues ou l'encadrement juridique. Ce sont énormément de questions qui peuvent intéresser directement ces systèmes de machine learning. Je vais tout de suite passer à la présentation de quelques solutions qui reposent sur du machine learning. Je ne vais pas m'intéresser au système expert déductif parce que, comme je vous le disais, c'est des systèmes qui existent depuis au minimum les années 90. Mais depuis, grosso modo, 2012, depuis les vrais progrès, les plus récents progrès du machine learning, on a des solutions qui ont été développées. C'est les solutions externalisées dont je vous parlais plus avant. Les deux exemples dont je voudrais vous parler, c'est l'exemple de deux compagnies qui font en réalité exactement la même chose, Booksby et Qualification. Ce sont des entreprises qui vont vous proposer des solutions d'analyse par machine learning de vos manuscrits et qui vont produire un rapport sur lequel vous allez pouvoir vous reposer en tant qu'éditeur et décider de ce que vous allez faire, de la manière dont vous allez traiter ce manuscrit et de la manière dont vous allez pouvoir éventuellement optimiser certaines stratégies, notamment des stratégies d'édition, des stratégies marketing. Votre système de machine learning va donc traiter votre manuscrit de manière à analyser un certain nombre d'éléments, le niveau de suspense, le niveau de réflexion de l'ouvrage, la complexité des phrases, le niveau d'innovation par rapport au reste du catalogue. Il va pouvoir vous faire potentiellement une reconnaissance émotionnelle de votre manuscrit, et même vous présenter une forme de structure de la dramaturgie du manuscrit, et parfois même, dans certains cas, vous sortir ce qu'on appelle un best-seller score, c'est-à-dire un score de potentiel de meilleure vente.
tous ces éléments-là, il faut garder en tête que parce qu'ils reposent donc sur de l'apprentissage machine, sur de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage qui est en réalité de l'apprentissage statistique, euh, ce sont des informations qui sont biaisées par les données de départ sur lesquelles ces entreprises ont entraîné leur système. C'est-à-dire que le niveau de suspense ou de réflexion, la complexité des phrases, la reconnaissance émotionnelle, toutes ces choses qui paraissent un petit peu magiques de prime abord, sont en réalité la résultante en quelque sorte de la moyenne statistique des données, des ouvrages généralement sur lesquels ont été entraînés les systèmes. Donc il n'y a rien de magique là-dedans, simplement il faut garder en tête qu'il y aura toujours ce fameux biais dont je vous parlais un petit peu plus tôt, le biais non pas cognitif que vont avoir les utilisateurs, mais le biais réellement structurel d'une machine qui est entraînée sur des données sources qui elles-mêmes sont limitées. Euh, Avant de passer plus avant sur la présentation de ce que les possibilités du machine learning peuvent ouvrir au milieu de l'édition, je vais vous présenter une situation assez intéressante qui est la situation de Short Edition, qui est une maison d'édition grenobloise qui, à partir des années 2013-2014, a développé à l'interne des solutions de machine learning, d'apprentissage machine avec des outils stylométriques notamment, et qui a fait face à un certain nombre de refus de la part des auteurs, de la part de la communauté d'éditeurs. C'est un exemple intéressant parce que ça permet de savoir à la fois ce qui n'a pas marché, mais aussi de savoir ce qui marche, parce que c'est une société qui continue de fonctionner, qui continue de fonctionner apparemment très bien, et qui a en réalité redirigé ces solutions d'apprentissage machine vers d'autres, qui a réassigné ces solutions d'apprentissage machine sur d'autres secteurs. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au départ, ils ont sorti un petit peu en grande pompe une communication qui cherchait à démontrer et à mettre de l'avant le caractère particulièrement innovatif de la maison d'édition et le fait d'utiliser des outils stylométriques pour sélectionner les textes et pour faire à la fois de l'édition et la promotion d'une démarche particulière. On est sur un secteur qui n'est pas un secteur d'édition papier. Il y avait la volonté vraiment de publier des textes très courts, des textes qu'on peut lire sur le téléphone, euh, avec un bassin de créateurs, un bassin d'auteurs assez grand, qui était comment dire, constitué en partie sur Internet, et une communauté d'éditeurs, une communauté de grands lecteurs en réalité, qui allaient aider à éditer les textes des auteurs. Le bassin d'auteurs et le bassin de grands lecteurs / éditeurs a comment dire, éprouvé un certain effroi à l'idée de voir que leur texte allait être jugé par des algorithmes. Je vous ai mis une déclaration, une citation ici du PDG de la société qui déclarait que pour beaucoup d'auteurs, être jugé par un algorithme avait quelque chose de dégradant. Et à partir de là, évidemment, la société a décidé justement de réassigner ces solutions. Le système a été réassigné pour un certain nombre de possibilités. Je vous en cite quelques-unes. La supervision et la modération des forums, l'appariement entre les manuscrits reçus et les grands lecteurs du comité éditorial, l'accompagnement des auteurs, une meilleure distribution vers certains lecteurs et lectrices. Et en ce moment, à l'interne, il y a le développement de solutions d'aide à la rédaction qui reposerait sur le fait de simplement avoir des systèmes qui posent des questions directement aux auteurs en leur disant: est-ce que vous pensez qu'à tel endroit la structure est peut-être un peu faible? Est-ce que vous pensez qu'à tel endroit la structure est peut-être suffisamment lisible, etc., etc. Toujours garder en tête évidemment que le développement de ces solutions d'aide à la rédaction sont soumises au biais d'entraînement des systèmes. Toujours garder en tête également que, ça c'est particulièrement intéressant, la volonté de construire l'outil de manière à ce que l'outil non pas impose aux auteurs une certaine manière d'écrire, mais plutôt pose des questions. Ça permet d'être dans une stratégie où on n'est pas dans une relation de force avec votre outil,
Ne pas se faire imposer une manière d'écrire, ne pas se faire imposer une manière d'éditer. On retrouve le principe que je vous citais un petit peu plus tôt, d'avoir toujours ce maintien d'une décision humaine en amont ou en aval de l'utilisation des systèmes. Je vais rapidement passer sur la question de l'édition scientifique. Il y a des utilisations pour le formatage d'articles, des utilisations pour le référencement, évidemment, la création de résumés. C'est une réalité qui existe. Il n'y a évidemment pas le seul domaine de l'édition de manuscrits, de romans, le manuscrit de poésie, etc., qu'on garde souvent plus en tête lorsqu'on parle de l'édition, mais tous les secteurs de l'édition sont potentiellement concernés par de tels outils. Virginie Claessens parlait un petit peu plus tôt de la compagnie DeepL. La compagnie DeepL, je me dois de vous en parler parce que les progrès en termes de traduction, grâce aux outils Transformer dont Virginie parlait également un petit peu plus tôt, sont absolument fascinants depuis 2019-2020. L'article dont Virginie parlait, Attention is all you need, date de 2017. La structuration en fait des architectures qui permettent d'avoir ces progrès fulgurants en termes de machine learning depuis 2 ans, ça repose effectivement sur un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de l'attention. Sans rentrer trop dans les détails, l'idée du mécanisme de l'attention, c'est d'avoir un score matriciel de l'attention que chaque mot doit porter aux autres mots d'une phrase, aux autres mots d'un segment. Et ça, il y a plusieurs utilisations possibles. Il y a évidemment une utilisation dans le domaine de la traduction. Les traductions aujourd'hui qui fonctionnent par DeepL reposent sur ces mécanismes d'architecture Transformers. Les résultats des traductions sont absolument, c'est fondamental. Ça bouleverse déjà le métier même de la traduction. Il y a un réassignement dans les écoles de traduction un petit peu de la manière de travailler parce que ces outils sont tellement performants que ça change vraiment en profondeur le métier. Mais il faut toujours garder en tête évidemment qu'il faut avoir un contrôle déjà une compréhension du fonctionnement même de ces technologies pour pouvoir ensuite avoir une relecture qui va être une relecture efficace. Mais l'utilisation de tels systèmes dans le milieu de la traduction, ça va permettre évidemment d'optimiser le temps de travail, mais également d'ouvrir tout un champ de possibles parce que vous avez en fait un certain nombre de marchés à conquérir, tous les marchés, tous les secteurs où en fait les lieux, que ce soit au niveau de l'Union européenne, etc., pour les petites et moyennes maisons d'édition, on connaît que les coûts de traduction sont souvent énormes. Ça va permettre de baisser considérablement les coûts et d'irriguer, grâce à la traduction, un certain nombre de marchés qui auparavant étaient inaccessibles. Je vous parle rapidement d'un outil qui est sorti il y a de cela 2 semaines, 3 semaines à peine, l'outil Cédille, qui est un outil qui repose éminemment sur l'architecture Transformers dont je vous parlais un petit peu plus tôt. L'architecture Transformers, cette fois non plus dans le versant d'analyse textuelle, qui est utilisé par exemple par le moteur de recherche de Google, mais qui est utilisé de manière à générer du texte. Moi, quand j'ai commencé ma thèse sur le sujet en 2016, je n'étais pas du tout convaincu de voir des outils aussi performants que ça avant la fin de la rédaction. Et la plupart des chercheurs du domaine étaient d'accord pour dire qu'on n'arriverait pas à générer du texte en apparence cohérent avant peut-être 30 ou 40 ans. 2020, 2021, on a commencé à avoir des outils, avec notamment GPT-3 de la compagnie OpenAI, qui ont commencé à générer du texte performant, et l'outil Cédille repose sur l'application de ce système en français. C'est un outil en open source qui est accessible. Et c'est véritablement le premier outil, je pense, dont on peut parler, qui permet de générer du texte en grande partie cohérent en français. Vous êtes toujours sur de la génération de caractères, il y a toujours un certain nombre de limites, mais ça pose des questions particulièrement intéressantes, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard au moment des questions. Je pourrais vous en parler encore pendant longtemps. Il y a plein d'autres applications possibles. Il y a des applications au niveau de l'auto-édition, des applications pour la prédictibilité des ventes, identifier le meilleur moment pour publier un livre,
l'attribution de redevances, la détection des infractions aux droits d'auteur, le formatage des textes, hein, selon le protocole de la maison d'édition. On va toujours être un petit peu dans ce binôme automatisé d'un côté, optimisé de l'autre. Je vais passer maintenant à la deuxième partie de ma présentation, qui est la partie plus directement juridique, qui va... L'idée, ça va pas être de rentrer véritablement nécessairement dans le fond des questions, mais plutôt de vous ouvrir à la réflexion sur les stratégies à adopter, les questions juridiques à vous poser, si vous décidez d'implanter de telles solutions au niveau de vos compagnies. La première question à vous poser, c'est est-ce que vous souhaitez externaliser l'utilisation de vos systèmes, ou est-ce que vous souhaitez les internaliser, c'est-à-dire les développer à l'interne? Évidemment, la réponse à cette question va dépendre de la taille de votre entreprise. Si vous décidez de créer ça à l'interne, vous allez posséder, ça c'est souvent intéressant, la propriété intellectuelle sur les systèmes. Vous allez avoir un modèle d'affaires qui va se tenir relativement sur le long terme. Par contre, il va falloir garder un certain nombre de questions en tête, notamment le fait que si vous décidez d'internaliser la solution, ce n'est pas parce que vous décidez de développer une solution à l'interne que votre solution va nécessairement vous appartenir. Il faut faire particulièrement attention au contrat que vous allez rédiger. Si vous décidez d'externaliser la solution, votre modèle économique risque d'être bancal, mais les coûts vont être beaucoup moins élevés. Un principe à garder en tête, c'est que les idées et les principes ne sont pas protégés en tant que tels par le droit d'auteur. Ce qui est protégé, c'est les œuvres, ça vous le savez très bien, les œuvres. Parmi ces œuvres, au niveau de la loi sur le droit d'auteur, au niveau européen, au niveau français, au niveau mondial d'ailleurs, les programmes informatiques sont considérés comme des œuvres et sont donc protégés à ce titre au terme du droit d'auteur. Souvent, pour la petite anecdote, quand on parle d'algorithmes, on fait souvent face à une incompréhension en fonction des personnes auxquelles on parle. Si on parle à un juriste, si on parle à un informaticien, si on parle à quelqu'un qui est tout à fait extérieur comme un professionnel généralement du monde de l'édition, un algorithme, c'est une formule mathématique. En tant que telle, une formule mathématique n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Mais quand on parle avec des informaticiens des algorithmes, les informaticiens vont généralement pas parler, vont utiliser ce terme de manière un petit peu générique pour désigner les solutions d'intelligence artificielle, les codes qu'ils utilisent. On va parler de l'algorithme de Google, on va parler de l'algorithme de Facebook, les algorithmes des GAFAM, etc. Ces algorithmes-là sont en réalité des solutions logicielles, et en tant que tels sont des programmes informatiques qui sont protégés par le droit. Le programme est protégé par le droit d'auteur, le code objet qui va résulter de la compilation peut être protégé, l'interface peut être protégée, les documents préparatoires, et effectivement, la base de données, ça va être une question sur laquelle je vais m'attarder particulièrement parce qu'elle est profondément intéressante, puisque si vous protégez votre base de données, vous protégez la source qui va faire votre richesse. Quand on parle de mutualiser les informations au niveau de toutes les sociétés dans le secteur du livre, de mutualiser ces ressources, il y a évidemment les ressources financières, mais il y a beaucoup cette question de la mutualisation des données. Que ce soit les données, encore une fois, de vente, les données sur les titres et les données sur les lecteurs. Protéger son droit d'auteur, ça permet d'avoir une protection à partir du moment de la date de création de votre système, comme à partir du moment de la création de votre œuvre. Vous n'avez pas besoin de faire un dépôt particulier, vous n'avez pas besoin de faire une démarche particulière pour que votre œuvre, votre programme informatique, votre solution d'intelligence artificielle soit protégée. Mais par contre, vous avez besoin de prouver la date. C'est pour ça que souvent on requiert d'avoir un envoi, notamment des manuscrits. La même chose va s'appliquer de manière strictement parallèle au niveau de la protection des solutions informatiques. Une protection pour toute la vie de l'auteur, plus 70 ans. Et
Pour bénéficier de cette protection, il faut prouver l'originalité de votre œuvre. Il faut donc prouver également l'originalité de votre solution d'intelligence artificielle. Alors au niveau de la loi en tant que telle, on n'a pas de définition de ce que c'est que l'originalité. On n'a pas de définition d'ailleurs de ce que c'est que réellement une œuvre. Pour avoir ces définitions-là, il faut se reporter sur la jurisprudence. Au niveau de la jurisprudence française, on a un arrêt Pachot qui date de 85, sans rentrer trop encore une fois dans les détails. On a arrêté d'aller rechercher une hypothétique personnalité de l'auteur dans l'œuvre. Maintenant, ce qu'on recherche, c'est la preuve d'un cheminement intellectuel dans le cadre de la création de cette œuvre. L'étendue de l'effort personnalisé ne peut se contenter d'être une simple logique automatique. Ça, c'est vraiment un élément à garder en tête lorsqu'on veut protéger une solution. Autrement dit, si votre informaticien que vous employez pour vous développer une solution à l'interne décide de prendre du code open source et de le réappliquer simplement pour créer un système à l'interne, vous n'allez pas être dans une dynamique d'originalité et vous n'allez pas nécessairement bénéficier d'une protection de votre solution. Et votre modèle d'affaires sera bancal. En parallèle avec cette protection du droit d'auteur, on a la protection par la propriété industrielle, ce qu'on appelle le droit des brevets. Ce sont des critères un petit peu différents. D'abord, il y a une durée de protection qui est bien moindre. On parlait de 70 ans après la mort de l'auteur au niveau du droit d'auteur. On parle de 20 ans à compter du dépôt du brevet au niveau de la propriété industrielle. Cette protection, évidemment, ce sont des temps qui sont extrêmement longs. Dans le cadre des solutions développées aujourd'hui, on voit que tout va très vite. Ça se parle souvent en termes de mois, beaucoup plus rarement en termes d'années. Ce sont néanmoins des éléments à garder en tête. Au niveau de la protection par le droit des brevets, vous avez 3 critères d'application: les critères de nouveauté, le critère d'invention et le critère d'application industrielle. Pour bénéficier d'une telle protection, il faut garder en tête que les méthodes mathématiques, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, ne peuvent pas être brevetées, et il faut surtout une composante technique. C'est-à-dire que votre solution doit avoir une application qui est une application en quelque sorte physique. Vous n'êtes plus dans une dynamique seule de logiciels informatiques. La compagnie dont je vous parlais plus tôt, Short Edition, la maison d'édition grenobloise, elle a d'ailleurs adopté un petit peu cette méthode, puisqu'ils ont développé des sortes de jukebox qui permettent de distribuer avec un petit rouleau qui imprime des nouvelles sur papier. Cette solution en tant que telle avait des éléments qui étaient brevetables et qui ne relevaient pas de la protection par le droit d'auteur. Au niveau des créations d'œuvres par intelligence artificielle, dont on entend souvent parler, une partie spécifique d'ailleurs de ma thèse portait sur cette question, on fait face à de plus en plus d'œuvres qui sont créées par des solutions de machine learning, par des solutions d'intelligence artificielle. On va faire vraisemblablement face à de plus en plus d'œuvres de ce type, même si, à mon avis, on est loin tout de même de se faire inonder par des produits, en tout cas de qualité. Mais ça existe. C'est généralement quelque chose qui suscite un petit peu l'imagination, qui suscite souvent des réactions qui sont un petit peu épidermiques. Les questions de droit qui se posent sur ce sujet sont assez facilement réglées, là-dessus je vous rassure. De manière générale, le droit, que ce soit le droit d'auteur ou le droit des brevets, est un droit qui est anthropocentré, autrement dit qui tourne autour de la personnalité juridique de l'auteur, et cette personnalité juridique doit être celle d'un être humain. À jurisprudence à peu près constante, il y a quelques exceptions, il y a une exception en Australie notamment, mais qui a été vite invalidée par une cour supérieure. On a essayé, certains juges ont essayé de poser la question d'attribuer des droits aux intelligences artificielles. Ça n'est pas quelque chose qui, selon toute vraisemblance, va se répandre. On va toujours garder un humain dans la boucle, et c'est donc l'être humain ou la personne morale, autrement dit éventuellement la compagnie, la maison d'édition, si cette avenue-là vous intéresse, qui pourra garder les droits d'auteur sur les œuvres créées.
Euh, À côté de cette protection du droit d'auteur, à côté de cette protection de la propriété industrielle, on a la protection du secret des affaires. Ça peut avoir des avantages en termes d'application si vous ne souhaitez pas divulguer évidemment la manière dont vous utilisez votre solution d'IA. Euh, le grand intérêt, c'est que par rapport aux protections en droit d'auteur et en droit des brevets, ici, vous n'allez pas divulguer votre information. Par contre, pour pouvoir en bénéficier au niveau du droit de l'Union européenne, il y a des critères qui sont quand même assez sévères. Vos informations ne doivent pas être publiques. Vos informations doivent avoir une valeur commerciale du fait même du secret industriel, du fait même du secret des affaires. Et vos informations doivent faire l'objet de dispositions raisonnables destinées à les garder secrètes. Autrement dit, si vous êtes une petite compagnie, même une moyenne compagnie, et que tout le monde a accès dans l'ordinateur, dans un document Dropbox, au plan de propriété industrielle, etc., à votre solution logicielle, on va considérer qu'il n'y a pas de dispositions raisonnables destinées à les garder secrètes et vous n'allez pas bénéficier du secret des affaires. Ces éléments sont importants à garder en tête parce que au niveau du droit, si on fait ce qu'on appelle du reverse engineering, autrement dit, si une compagnie adverse, une compagnie concurrente va récolter votre solution, utiliser votre application, votre solution de machine learning, et à partir de là, essayer de remonter à la source de votre secret et qu'elle y parvient, cette démarche sera considérée comme licite et le vol, entre guillemets, du secret des affaires ne sera pas considéré comme un vol, ça sera considéré comme une démarche concurrente tout à fait acceptable. Euh, un mot maintenant, pas trop long, parce on va essayer de garder un petit peu de temps pour les questions sur les bases de données. Euh, la protection des bases de données est double au niveau de l'Union européenne. Il y a tout d'abord une protection au niveau du droit d'auteur et il y a une protection également au niveau d'un droit qui est ce qu'on appelle un droit sui generis, autrement dit un droit qui a été créé exprès par l'Union européenne pour protéger ces bases de données. Euh, les données ne sont protégées que si elles sont que si on considère que elles ont été organisées d'une façon originale, c'est-à-dire qu'on retrouve le critère de l'originalité dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt pour pouvoir faire bénéficier d'une protection par le droit d'auteur de vos solutions logicielles. Il faut que vos données ne soient pas des données brutes qui vont être simplement assemblées, qui vont simplement être compilées dans une base. Si vous compilez simplement des données, on va considérer qu'il n'y a pas de création particulièrement originale et vous n'allez pas bénéficier de cette protection. Euh, Au niveau du droit sui generis, on a une volonté qui est assez intéressante à décrypter de la communauté européenne de protéger les créations de bases de données, les créations de bases d'informations, lorsqu'elles font l'objet d'un investissement humain et financier substantiel. Alors, le terme même de l'investissement substantiel a été interprété de manière diverse par les cours de justice au niveau de l'Union européenne. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, on va considérer que c'est la collecte même des données, l'investissement financier humain dans la collecte des données qui va permettre de caractériser un investissement substantiel. Donc si vous dépensez vraiment de l'argent à ce niveau-là, vous allez bénéficier de cette protection par un droit sui generis. Cette distinction est importante parce que ce qu'on va considérer, c'est que selon toute vraisemblance, là on n'a pas encore de jurisprudence là-dessus, mais selon toute vraisemblance, cette protection par un droit sui generis des bases de données va vous permettre de protéger les bases d'entraînement sur lesquelles vos systèmes vont être entraînés et non pas les modèles qui sont les modèles déjà entraînés sur ces systèmes. Euh, cette protection par le droit d'auteur, cette protection par le droit sui generis va ouvrir un certain nombre de droits qui sont généralement des droits, comme toujours dans le domaine juridique, des droits d'interdire en réalité. Vous pouvez interdire l'extraction du contenu de la base de données à condition que cette extraction soit qualitativement ou quantitativement substantielle. Vous pouvez interdire la réutilisation du contenu de la base de données
Ce sont des droits qui sont généralement ouverts, qui sont généralement pertinents si vous voulez véritablement maintenir une protection non seulement de votre solution d'intelligence artificielle, mais de créer un écosystème qui va reposer sur la valeur ajoutée qui vous est qui vient des données spécifiques qui vont faire la différence dans la création de votre modèle d'affaires. Ça va être le dernier élément sur lequel je vais m'appesantir, puis je vais rester un petit peu plus longtemps sur cette dernière slide, parce que les enjeux sont extrêmement importants. C'est la question des données personnelles. Si vous créez des bases de données, si vous créez des solutions d'intelligence artificielle, même si vous décidez d'externaliser vos solutions auprès des compagnies tierces qui vont faire du machine learning dans le milieu de l'édition, et que vous utilisez des informations qui sont des informations qui permettent d'identifier des individus au niveau de l'Union européenne, vous êtes soumis au règlement général de protection des données personnelles qui date de 2018, dont vous avez, je pense, tous et toutes entendu parler ici aujourd'hui, qui est un règlement qui protège l'utilisation et la collecte de ces données de manière extrêmement sévère. Les infractions à ce règlement sont punies de manière extrêmement forte. Il y a une volonté véritablement d'avoir comment dire, une protection des données personnelles pour pouvoir créer un écosystème qui va être à la fois performant, mais qui va également pouvoir respecter l'état de droit dans l'Union. Les sanctions sont très 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 élevées, ça peut être 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les cours vont choisir la sentence la plus élevée. Vous ne voulez pas évidemment vous retrouver avec ce genre d'amende. Pour pouvoir toujours protéger votre solution d'IA, il va falloir garder en tête quatre grands principes qui vous permettent un petit peu de vous passer du détail du texte. Il y a le principe de finalité, le principe de transparence, le principe de minimisation et le principe de consentement. Le principe de finalité, c'est de toujours indiquer à quoi vont servir vos données lorsque vous les collectez. Pourquoi est-ce que vous allez collecter des informations personnelles sur un individu? Est-ce que c'est utile? Ça n'est pas nécessairement. Là, on va retrouver directement un lien entre le principe de finalité, le principe de nécessité, et le principe de minimisation. Vous devez toujours ne collecter que les données qui sont considérées comme nécessaires au développement de votre solution. Alors ce principe de minimisation, il est un petit peu décrié parce qu'il s'oppose de manière assez franche en fait à l'utilisation même des solutions de machine learning qui, elles, reposent sur la collecte massive d'informations. Mais néanmoins, c'est tout de même un principe qui est, même s'il est décrié, est en tant que tel présent dans le règlement général de protection des données personnelles. Vous avez également le principe de transparence qui exige que la personne responsable des traitements puisse décrire de manière tout à fait cohérente, claire et transparente aux utilisateurs dont les données et les informations seraient connectées, la manière dont ces informations-là sont traitées. Et le fameux principe de consentement, qui est en réalité le principe maître de ces trois autres principes, qui est un principe maître au niveau du droit, qui est assez simple à concevoir, tout simplement à partir du moment où vos utilisateurs consentent à ce que leurs données personnelles, les données qui les identifient, soient collectées par votre solution, votre traitement va généralement être considéré comme licite. Je ne vais pas rentrer dans les détails particuliers qui tentent à dénoncer un petit peu l'utilisation de ce principe de consentement. Ça pourrait nous amener dans des débats autrement intéressants, mais gardez en tête que si vous requérez le consentement de vos utilisateurs, que vos utilisateurs vous le donnent, généralement, le droit va être beaucoup plus clément à votre égard. Je termine maintenant rapidement sur quelques recommandations si vous décidez d'implanter de telles solutions d'IA et je vous enjoins au minimum à vous intéresser très fortement à cette question car le métier peut changer très vite et il y a surtout de très très belles opportunités d'affaires pour ce type de solution.
Toujours garder en tête de maintenir une décision humaine, que ce soit en amont de la création de votre système ou en aval, au niveau de l'utilisation de votre solution. Prévoir évidemment une stratégie juridique adéquate, mutualiser vos ressources, mutualiser vos données, mutualiser votre force de travail, mutualiser vos investissements. C'est vraiment des situations où l'union peut faire la force et peut faire la différence. Et s'il y a des personnes du secteur public dans la salle ou qui m'écoutent à distance, je tiens à insister beaucoup sur l'importance d'inciter les acteurs du monde de l'édition, les acteurs de manière générale du monde du livre à pouvoir développer de telles solutions, que ce soit en open source ou en tout cas de donner des moyens pour pouvoir le faire, des crédits d'impôt, des crédits pour l'innovation. C'est particulièrement important avec un métier qui change et qui peut changer aussi rapidement aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Je vais donc maintenant passer à la période de questions. Je pense que je suis resté à peu près dans les temps. Merci beaucoup. Merci Tom. Nous avons 2 questions sur la plateforme qui sont pouvez-vous nous donner quelques exemples de textes créés par la solution CEDI? Et vous avez parlé d'applications pour l'auto-édition. Pourriez-vous un tout petit peu développer? Alors, je vais peut-être parler d'abord de la question de l'auto-édition. Pour moi, le premier avantage qu'on pourrait avoir avec l'auto-édition et les outils de machine learning, c'est que l'auto-édition, de manière générale, est un secteur qui est absolument délaissé par les maisons d'édition classiques, qui ont tendance à considérer l'auto-édition simplement comme un champ en quelque sorte concurrent. Les outils, ceci étant, de machine learning qui permettent d'automatiser et d'optimiser, que ce soit l'écriture, le formatage, la mise en place des solutions de redevance, etc., etc. Tout ça, ce sont des éléments qui permettent d'imaginer des modèles d'affaires qui investiraient le champ de l'auto-édition de manière à permettre à des auteurs qui ne sont pas des auteurs qui pourraient être publiés par des maisons d'édition classiques, mais qui pourraient néanmoins permettre de créer des modèles d'affaires tout à fait pertinents et, à mon sens, tout à fait viables. On sait que c'est un secteur qui a particulièrement explosé, notamment pendant la dernière pandémie, qui est toujours active, hein, c'est pour ça que je suis à distance. Énormément de personnes ont cherché à publier leurs livres. On sait que Gallimard a même, s'est même mis à refuser les soumissions spontanées. Il y a donc clairement un marché à saisir à ce niveau-là. Et cette question peut être tout à fait traitée. Si vous avez d'autres questions, je vais les reprendre là-dessus. Je passe à l'exemple de CEDI pour la génération de textes en français. Je vous l'avais mis en fait dans la slide. J'ai généré moi un texte. J'avais généré un texte à partir d'un prompt en fait. C'est-à-dire que vous devez généralement initier le sujet sur lequel vous allez vouloir que votre système génère du texte, et votre système va faire simplement de l'autocomplétion, mais ça va être de l'autocomplétion extrêmement pertinente. J'ai fait plusieurs tests dans les derniers jours. J'ai fait un test qui pose des questions juridiques particulièrement intéressantes. J'ai commencé à générer des phrases à partir sur la thématique d'Harry Potter, et ça complétait complètement le texte. J'ai réussi à générer plusieurs paragraphes qui reprenait un petit peu comme à la manière de fanfiction l'univers fictionnel de Harry Potter avec des éléments qui sortaient des personnages que je n'avais pas généré moi-même, que je n'avais pas écrit moi-même au départ. Votre système va être capable de vous générer du texte sur à peu près tout et n'importe quoi. Dans à peu près tous les styles, c'est-à-dire que si vous allez requérir un style plutôt journalistique, il va vous créer des textes plutôt journalistiques. Si c'est plutôt roman, ça va vous générer des textes plutôt de type romanesque. Votre système va copier évidemment l'esthétique, la poétique, la forme des sources sur lesquelles vos systèmes ont été entraînés, et surtout vont se baser sur comment dire, le format initial sur lequel vous allez lancer le système. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir générer des textes dans à peu près tous les domaines. Il faut garder en tête que le milieu de l'édition, évidemment, fait face à
un texte proprement édité, proprement écrit, n'a pas tant à s'inquiéter de ce genre d'outils. Par contre, dans le milieu du journalisme, les questions sont beaucoup plus sérieuses pour ce genre d'outils, parce qu'on est capable de générer des textes sur à peu près tout, qui sont en apparence cohérents, qui racontent énormément de bêtises, qui créent des mensonges absolument sans problème. Dans les textes que j'ai générés, il me parlait d'une personne en parlant du décès ou du suicide de cet individu, puis je suis allé le rechercher, c'est quelqu'un qui est connu, qui vit toujours aujourd'hui, qui a jamais fait de tentative de suicide ou quoi que ce soit. Il y a des biais, ça peut vous sortir des textes qui vont être racistes, qui vont être misogynes, donc il y a tout ce pan extrêmement important des questions des biais à avoir à ce niveau-là. Mais oui, vous pouvez générer du texte à peu près tous les niveaux aujourd'hui, mais il faut évidemment avoir justement un travail d'édition conséquent du texte après. Avoir un contrôle évidemment toujours de ce qui est généré. Mais en termes d'outils de ce qu'on appelle l'autocomplétion, vous avez dû le voir avec les solutions courriel, que ce soit Gmail ou les solutions de Microsoft. Aujourd'hui, quand vous recevez un courriel, votre solution va vous proposer directement des types de réponses qui sont assez courtes, mais qui sont souvent relativement pertinentes. Ils analysent évidemment le message que vous avez reçu, ils vous proposent une solution supposément pertinente. C'est à peu près le même principe qu'on va retrouver ici.